Bienvenue sur le Playground pour un nouveau podcast. Enfile ton short et tes plus belles sneakers, on est parti. Bonjour à tous, nouvelle journée, nouvelle preview. Mais par contre, on va rester dans les équipes qui ne joueront certainement pas les play-in et même pas les playoffs. Ça sortira plutôt le tank. Pour démarrer le podcast, un petit rappel de comment je fonctionne avec les previews. On prend une équipe de l'Est, une équipe de l'Ouest. On regarde ce qui s'est passé la saison dernière. Après, on passe tranquillement sur l'été, la draft, l'intersaison, les petits joueurs qui ont été récupérés par-ci, par-là. Et enfin, une projection sur la saison prochaine avec ce qu'il faut regarder, ce que je pense de l'équipe, un petit 5 majeur histoire de voir, les rotations, etc. etc. Tout ce qui peut nous intéresser. Aujourd'hui, on s'occupe d'Oklahoma et de Détroit. Et on va commencer avec l'équipe de la conférence Ouest, puisque hier, on a démarré avec le Magic, si ma mémoire est bonne. Et donc on démarre tout de suite avec le Thunder aujourd'hui. Donc OKC a fini 14e la saison dernière dans la conférence Ouest, 22 victoires pour 50 défaites. En même temps, c'était assez attendu avec le départ de Chris Paul pour Phoenix, la reconstruction qui s'organisait autour des jeunes, et puis il fallait aussi aller chercher les pics de draft parmi les 800 pics de draft de Sam Presti. Bon, ça on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard. On va d'abord revenir sur la saison 2021, qui avait plutôt bien démarré, assez étonnant. Ça a engrangé quelques victoires par-ci par-là. Alors je ne me suis pas mis le nombre sous les yeux, mais je crois que c'était à l'équilibre au départ de la saison. Et puis on en a profité. SGA qui faisait un super début de saison. Donc SGA, Shai Gilgeous-Alexander pour les moins initiés, qui faisait un super début de saison, a explosé en plein vol malheureusement à cause d'une blessure à l'épaule. Je crois qu'il a eu même plusieurs blessures durant la saison, épaule, genou, et donc il a manqué 37 matchs, donc la moitié de la saison, puisque pour rappel, la saison dernière ne s'est effectuée que sur 72 rencontres par franchise, et donc l'occasion parfaite pour faire jouer les jeunes, encore plus jeunes que Shai, puisque Shai déjà 22 ans, mais donc pour développer les autres jeunes, comme, je vous le donne en mille, on va commencer par lui, Cocorico, Théo Maledon, 49 matchs en tant que titulaire. Il a clairement fait ses preuves. Je crois que c'est l'un des joueurs qui a joué le plus de matchs à OKC la saison dernière. 65 en tout, donc je vous le disais 49 en starter, avec de jolies moyennes, 10 points, 3 passes, 3 rebonds, une petite interception pour ajouter à cela. Et franchement, bon, il a fait une très belle première saison, prometteuse. À voir ce que ça va donner la saison prochaine. On aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, super. C'est pas le français qu'on attendait le plus, mais avec la blessure de Killian Hayes, et bien sûr, on pourra en parler juste après, c'est le français qui a été le plus en vue parmi les jeunes, parce que forcément, quand on a la chance d'avoir un Rudy Gobert qui est défenseur de l'année pour la 3e fois, on a d'autres Français qui performent, mais ça fait plaisir de voir que la nouvelle génération est là. À côté de lui, plus ou moins, on a eu Alexei Pokusevski, pareil, rookie, qui a eu du mal un peu au début, mais qui se développe tranquillement, c'est pareil, très jeune, 19 ans aussi, donc ça se développe tranquillement. Il a fait une jolie une seconde partie de saison plutôt réussie. Donc la licorne prend de l'ampleur et on verra ce que ça donnera aussi sur la saison 2022. Autour de ça, on a eu quelques vétérans. Il y a eu Al Horford, mais qui a vite été mis au placard avec la blessure de Shai. En fait, il a joué 28 matchs et j'ai la liste des blessés sous les yeux de mémoire. Et puis sur la liste, il n'a pas été blessé, donc il a vraiment été mis au frais, juste histoire de jouer les papas dans le vestiaire. C'est amplement suffisant
pour cette équipe qui ne jouait absolument rien. Autour de ça aussi, il y a eu Lugensdort. Bon, vous commencez à me connaître. Gros joueur défenseur. Grosse mentalité de chien qui ne lâchera jamais rien. Ça me plaît beaucoup. Donc c'est un joueur que j'aime énormément. Qui, après les playoffs 2020 dans la bulle, très impressionnant. C'est pas mal montré aussi cette année. Hein. On a... bon, ça score un petit peu. 14 points par match. Quelques 3 points, c'est pas encore un gros shooter, mais il y a un très beau profil de 3&D qu'on a pu entreapercevoir. Et puis aussi une belle surprise, en tout cas moi j'avoue que je m'y attendais pas forcément, à une jolie éclosion de Darius Bazley, qui a fait des très très gros matchs et une belle saison, avec 55 matchs. Voilà, on a vu du potentiel sur toute la petite bande de jeunes d'OKC, mais globalement, à partir du moment où Shai se blesse, voilà, il n'y avait aucun... Déjà ça allait pas jouer le play-in, et donc ça allait encore moins être compétitif, surtout que si je me le mets sous les yeux, on a la pire attaque de la ligue, voilà, donc on a une équipe qui est la 7ème pace, mais la 28ème en termes de points par match, et le dernier rating offensif. Donc c'était assez compliqué, ce qui est normal quand ton meneur principal c'est un rookie, quand pareil Darius Bazley qui a joué 55 matchs de titulaire, c'est 20 ans, Lugens 21 ans. Forcément c'est compliqué d'évoluer en NBA et de faire du beau jeu quand tous ces joueurs sont aussi jeunes, ou alors c'est vraiment faut s'appeler Luka Doncic, faut s'appeler Trae Young, c'est des cas particuliers. Mais donc voilà, une saison 2021 attendue, respectée par le Thunder, sans problème. Ça a bien tanké comme il fallait, et ça a bien tanké, mais malheureusement ça n'a pas suffi entre guillemets, puisqu'à la draft ils n'ont eu que, bien sûr entre guillemets, le pick numéro 6, ce qui est très bien, mais un peu bas comparé au bilan. Je crois que OKC avait ça devait être l'antépénultième pire bilan, donc 28 ou 29e pire bilan. En fait, comme j'ai eu l'occasion d'en parler hier, les Raptors ont un peu grillé la priorité à certaines équipes, et notamment au Thunder. En tout cas, ça n'empêche pas l'équipe de drafter Josh Giddey en choix numéro 6 et Tre Mann en choix numéro 18. Alors, Josh Giddey, potentiel très sympa, de poste 1, 2, 3, donc australien, qui a un potentiel assez ahurissant. Mais par contre, à voir comment il va être utilisé. Honnêtement, cette draft d'OKC, je la trouve assez moyenne en fait, parce que il y a déjà pas mal de joueurs sur le backcourt. Donc ils ont pris Théo Maledon, on a un Lugens qui peut jouer 3, mais qui reste un joueur 2-3. SGA c'est pareil. Donc on a déjà du potentiel sur le backcourt. On vient en rajouter 2 joueurs en plus à la draft, puisque Tre Mann est un combo guard, donc capable de jouer poste 1, poste 2, fort shooter. Je vais me mettre ça sous les yeux. Assez fort shooter, capable de jouer balle en main. Donc ça peut être bien en sortie de banc, ces 2 joueurs-là, mais est-ce que ça va fonctionner avec, je l'ai dit, Maledon, Shai, Dort, c'est à voir. En tout cas, ce sera une super perspective pour l'avenir si tout ce petit groupe reste soudé et on arrive à trouver qui sera titulaire, qui sera en sortie de banc. À voir. Mais je la trouve assez moyenne, cette draft, finalement, de la part de Sam Presti, justement. Et Sam Presti et son lot de pics de draft. À côté de ça, cet été, on a eu un Kemba Walker qui est arrivé et reparti aussi vite, puisqu'il a été coupé, et qui sera le plus gros salaire, et de très loin, pour la saison prochaine du côté du Thunder. On a 26 millions. Et après, c'est Derrick Favors qui est arrivé cet été aussi à 9 millions. C'est impressionnant de se dire que
Le joueur qui sera le mieux payé par le Thunder, c'est Kemba Walker qui est resté, pour, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais qui a été coupé pratiquement aussitôt qu'il est arrivé. En tout cas, il n'aura pas porté le maillot d'OKC, ce qui était plutôt attendu. Alors Ford, de retour à Boston. Ça, pareil, on fait de la place, que ce soit dans le cap ou même sur le terrain, sur le banc, pour laisser la place aux jeunes. Kemba, oui, lui, il a signé à New York. On aura l'occasion d'en reparler bien plus tard, puisque les Knicks ont une très belle équipe et on va pas en parler tout de suite. Il y a aussi, donc je l'ai dit, Derrick Favors, arrivé directement de Utah, qui lui, pour le coup, va pouvoir jouer les papas et prendre un peu le rôle d'Alor Ford, qui n'est plus là. SGA, bah oui, plus gros move de l'intersaison pour OKC, c'est l'extension de Shai, donc l'extension qui ne sera pas pour cette année, puisque cette année, il gagnera 5 millions, je crois. Ce sera là, ouais, 5 millions. Ce sera l'un des meilleurs contrats, clairement, de la NBA, Shai Gilgeous, dans sa 4e saison, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il sera moins bien payé que Josh Giddey, qui sera rookie. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc je m'éparpille, mais prolongation de 5 ans pour 173 millions. Cette fameuse prolongation post-contrat rookie, qui fait plaisir aux deux camps, je suppose, puisque je pense que Shai, il est assez épanoui. Il voit que ce soit Sam Presti ou Marc Daigneault, on aura l'occasion d'en reparler, il y a un projet qui se construit autour de lui. Alors, en plus, on sait que les fans d'OKC, ce sont des vrais fans, quoi. Il y a un vrai engouement autour de cette équipe. Donc, il peut se plaire, pas de souci, dans les champs d'Oklahoma. Et enfin, je me suis noté un petit Mike Muscala qui arrive, pareil, pour chapeauter un peu tous ces jeunes, puisque hormis lui et Derrick Favors, on est vraiment sur DJ Wilson ou Shai, qui sont les plus vieux, donc qui ont 22, 23 ans. C'est vraiment abusé. Mais du coup, voilà pour ce qui s'est passé cet été. Une draft assez moyenne, avec du potentiel, attention, mais avec quand même pas mal de questionnements. Et puis, on se débarrasse des gros contrats, on va chercher d'autres vétérans pas chers pour entourer les jeunes, et on voit ce que ça donne sur la prochaine saison. Donc pour la prochaine saison, il y aura Shai de retour, puisque je vous l'ai dit, il a manqué la moitié de la saison. Alors quelques questionnements autour de son retour après autant d'absence. C'est un jeune, voir comment il revient. Il n'y a pas de raison qu'il revienne mal, mais quand même, quelques questionnements. Ce sera quand même à surveiller. Et je le disais, Marc Daigneault, donc le coach rookie, lui aussi l'année dernière, aura du boulot. Il va falloir qu'il mette en place une team qui fonctionne et qui va être capable d'attaquer, autant en défense. Franchement, il y a du boulot. Je le disais hier en parlant d'Orlando, avec une équipe très athlétique, capable de se donner en défense. Je trouve qu'on est un peu dans la même vibe du côté d'OKC. Que ce soit, bien évidemment, Lugensdort, il l'a montré. Théo Maledon aussi. On a vu qu'il était capable, il se donnait de son côté du terrain. Shai a des capacités athlétiques assez incroyables et devrait pouvoir se débrouiller. Donc, on a moyen de créer un peu de défense de ce côté-là. Après, il y a des joueurs où ça va être compliqué. Derrick Favors, même si c'est pas l'un des meilleurs défenseurs de sa génération, il est capable. Après, il est un peu petit au poste de pivot. Il va rendre pas mal de centimètres à beaucoup de pivots durant la saison. Et derrière lui, il n'y a pas une énorme rotation. Donc, ça va être très jeune. Ça va pas être capable de défendre. Attention, va falloir que les lignes arrière soient très costauds sur la défense. Donc, je le disais, développement des jeunes. Année 2 de Pokusevski. Ça va être, je pense, super à regarder. Maledon, Cocorico une nouvelle fois. Il va falloir se réhabituer à jouer à côté de Shai. Et puis Beasley, qui lui, je pense qu'il n'y a pas de souci. Il va être capable de scorer fort. La saison dernière, il a dû mettre
13 points de moyenne, je le disais, 13 points, 14 points de moyenne. Donc il peut facilement monter, je pense, à 17, pourquoi pas, si on lui en donne l'occasion, hein, parce qu'il y aura peut-être d'autres joueurs que le coach voudra mettre en avant. Pour pas me perdre dans mes notes, je le disais, raquette assez faible, parce que derrière Derek Favors et Muscala, bon, c'est pas les meilleurs joueurs du monde déjà. On a Pokusevski, à voir qui jouera certainement poste 4. Je sais pas trop qui jouera le vrai pivot derrière ces deux gars-là. Mais la raquette va être un peu à l'abandon. Il va falloir compter sur le backcourt. Mais de toute manière, on le sait, le projet c'est de tanker, d'aller chercher pourquoi pas un Chet Holmgren, pas facile à dire, sur la saison, sur la draft 2022. Lui, il pourra jouer pivot dans ce groupe de jeunes. Voilà, l'ambition est claire du côté de Casey, continuer à développer les jeunes, tanker au maximum, et puis advienne que pourra, j'ai envie de dire. Franchement, je vois pas trop ce qu'on peut dire de plus de ce côté-là. Je vais quand même vous donner mon 5 majeur, qui est assez simple finalement du côté du Thunder, avec un Théo Maledon à la main, SGA en 2, Lugens en 3, ils sont largement capables de jouer tous les 3 sur les lignes arrière, Darius Bazley et puis Derek Favors. Alors, on pourrait me dire oui, mais il a été drafté quand même Josh Giddey, qui a un profil, je ne l'ai pas dit, mais si, intéressant, capable de tout faire, assez grand, qui peut mener. Est-ce que c'est pas dommage de le drafter en 6ème position et de pas le lancer tout de suite dans le 5 majeur? À voir. Honnêtement, à voir comment il va se développer. Je pense que lui donner au début un rôle de 6ème homme pour se développer justement, avoir la balle en main directement quand il rentre et distribuer, faire son jeu, se développer une nouvelle fois. Je pense que ça peut être intéressant et voir s'il sera compatible après. Le mettre, pourquoi pas à la place de Maledon, et dans ce cas-là peut-être plus donner la balle à Shai, ou alors le mettre en poste 4, pourquoi pas le faire glisser, parce que comme il est assez grand finalement, ce serait une possibilité, avec du coup redécaler Darius Bazley en poste 5. Honnêtement, à voir. Marc Degnaud, il a de jolies possibilités, qui reste très très jeune, mais il y a moyen de moyenner, comme on dit. Après, ça va surtout viser le bas-fond de la conférence Ouest, le bas-fond de la NBA, et la draft 2022, comme je disais, avec un potentiel Chet Holmgren à rajouter à cette équipe assez prometteuse. Je pense qu'on a fait le tour du côté du Thunder. Hâte de voir ce que ça va donner, hâte de voir SGA retrouver les parquets. Et puis on va parler first pick de draft, on va parler français encore une fois, on va parler du coup des Detroit Pistons. Do you ever shut up? Do you ever shut the fuck up? What the fuck are you worried about? I'm in a zone, man. I'm in a fucking zone. Would you relax? I'm in a zone. Billy, it is one thing to embarrass me, right? It's another motherfucking thing to piss these guys off that we have to play against. They're just plain fucking stupid. Alors Détroit, on est un peu dans le même profil qu'OKC en fait, avec une page qui s'est tournée définitivement durant la saison, avec les trades entre guillemets de Derrick Rose et Blake Griffin, comme Westbrook qui avait été tradé contre Chris Paul, et Chris Paul qui s'en est allé du côté de Phoenix. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dit qu'il avait signé en tant qu'agent libre, alors que c'était un trade entre OKC et Phoenix pour récupérer Chris Paul. Mais bon, c'est pas grave, je pense que vous m'en tiendrez par rigueur. En tout cas, Détroit, revenons à nos moutons. 15e de la conférence Est la saison dernière, 20 victoires pour 52 défaites. Et en effet, c'était aussi attendu. Je sais plus ce que j'avais dit dans mes previews l'année dernière. J'aurais dû regarder. Je crois que je les mettais 13e, quelque chose comme ça, puisque je me suis dit, s'ils gardent un peu Blake Griffin et Derrick Rose avant de les trader, ça peut engranger de la victoire. Malheureusement, c'était pas vraiment le cas. Par contre, Blake Griffin et Derrick Rose ont bien été donc coupés pour Griffin et tradés pour Rose, qui est allé du côté de New York revivre. Et qu'est-ce que ça fait du bien de revoir Derrick Rose dans un bel état. Bon, en tout cas, place aux jeunes,
avec en tout premier lieu, comment ne pas commencer par lui, Jeremy Grant, qui est arrivé à l'intersaison 2020 et qui a vraiment fait une dinguerie du côté de Détroit, puisque, pour me mettre ses stats sous les yeux, le bonhomme tourne quand même à 22 points de moyenne. Je crois qu'il a pris quoi, plus 8 ou plus 10 points comparé à sa dernière saison à Denver. Et puis il ajoute à ça 3 assists, 4,5 rebonds. Une super saison de Jeremy Grant, qui a été un peu blessé, je crois. Hein. Si je regarde, bon, de toute façon, je pense que vous allez vite le voir et le comprendre. Les blessures, les protocoles sanitaires, ça a vraiment été le branle-bas de combat durant toute la saison pour toutes les équipes. Ouais, c'est ça, 17 matchs manqués de la part de Jeremy Grant. Ça ne l'a pas empêché d'être le leader de cette 15e équipe. Mais en tout cas, il a fait une très belle saison et il en a surpris plus d'un. Il a longtemps été aussi, comme j'en parlais hier, il a longtemps été dans la course pour le MIP, mais finalement, Julius Randle, trop fort. C'est lui qui aura eu raison de tout ça à la fin. On va parler aussi de nos Frenchies avec le bon accent français. Killian Hayes, le rookie français drafté le plus haut dans l'histoire de la draft NBA. Bon, malheureusement, vraiment pas la saison qu'on aurait voulu voir, avec une blessure à l'aine qui est intervenue très vite. Après un début de saison assez timide, il faut quand même le dire, 44 matchs manqués, voilà. Il a pu revenir durant la saison, mais c'est vrai que sa saison rookie, on va pas forcément la retenir. En tout cas, on espère que ça va vite être effacé au profit d'une très belle saison de sophomore. Et puis du côté de Sekou Doumbouya, SO Sekou, le terre-terre, Orléans. Pareil, développement assez timide. Pourtant, il a eu un peu de temps de jeu et il a joué pas mal de matchs, puisqu'il a joué 56 matchs, l'un des plus gros totals sur cette équipe. Quoi qu'il y a eu des joueurs qui ont beaucoup joué, Saddiq Bey, Mason Plumlee. Mais en tout cas, donc 56 matchs avec une moyenne de 15 minutes par match. Voilà, il s'est pas trop montré malheureusement, et on le verra, il ne fait plus partie de l'effectif de Détroit. À côté d'eux, mine de rien, il y a eu de très très beaux joueurs. Autour de ça, je disais Saddiq Bey, le joueur de la semaine, qui incroyable cette phrase, Saddiq Bey, joueur de la semaine, qui a fait une incroyable saison, pareil. Donc ça, très bonne nouvelle du côté de Détroit, puisqu'on veut se développer et on a du jeune qui performe. Isaiah Stewart aussi, le rookie, le pivot rookie. J'essaie de retrouver ses stats. Qu'est-ce qu'il a fait, Isaiah Stewart? Il a joué pas mal de matchs, il se développe tranquillement mais sûrement. Et Josh Jackson, je me suis noté aussi, Josh Jackson, qui s'est clairement relancé après un début de carrière catastrophique du côté de Phoenix, puis de Memphis, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça a été très très compliqué, là mine de rien. Il renaît tranquillement de ses cendres, il fait partie du projet de Détroit, et ça fait aussi plaisir. Et puis bien sûr, je vais en parler, le Mason Plumlee des familles, qui a chapeauté tous ces jeunes, tous ces rookies. On a qui d'autre? Bon, Derrick Rose, mais il est parti. Blake Griffin, il est parti. Voilà, on reste avec un Jeremy Grant en franchise player, qui n'est pas mauvais, mais à voir les limites que ça aura du côté de Détroit. Et puis on fait jouer les jeunes. Je pense que ça va être le maître mot de toutes ces premières previews. On fait jouer les jeunes, on voit ce que ça donne, on fait développer, et puis voilà. En tout cas, la saison 2021 n'avait qu'un seul but, récupérer un très haut choix de draft, et je pense qu'ils ont récupéré le plus haut, puisqu'ils ont récupéré le premier, le first pick, avec lequel ils ont drafté évidemment Cade Cunningham. Voilà, donc le super meneur d'Oklahoma State, un potentiel superstar. Je pense que vous le connaissez tous, on a eu l'occasion d'en parler. Alors je me souviens plus si j'étais tout seul ou pas sur ce podcast là, quand j'avais fait un petit tour des prospects de la draft 2021.
super joueur sur pick and roll, capable de créer de l'attaque, de shooter aussi, de percer un peu les défenses. Ça va pas être un gros défenseur, mais potentiel superstar, qui a fait décrocher le numéro 2 au plafond du... C'est quoi la salle de Détroit? Je m'en souviens plus. Mais bref, donc il a piqué le numéro 2. Ça a plu, ça a déplu. On s'en fout un peu, on veut qu'il prouve. Puisque je le disais dans le podcast avec Aurélien et Mathieu, si dans 4 ans, on voit Détroit qui soulève le trophée en finale, on lui en tiendra pas rigueur de ça. Donc, un très beau choix de draft, plus je me suis noté 2 picks au second tour. Je vais pas vous mentir que je connais pas forcément les seconds tours, je me suis pas noté les noms, je suis désolé. À côté de ça, il n'y a pas eu... Bon, il y a eu quelques mouvements, mais ça n'a pas non plus été la folie. On a eu, comme je l'abordais un petit peu plus tôt, le trade entre Brooklyn et Détroit. Donc, Détroit a récupéré DeAndre Jordan, mais l'a coupé directement. En fait, c'était plutôt pour récupérer du pick de draft. Et a envoyé Sekou. Donc, Sekou du côté des Nets, on aura l'occasion d'en reparler. Et aussi Okafor, Jalil Okafor, qui lui a été coupé, je crois, dans la foulée, qui a été récupéré par Atlanta. C'est assez compliqué, je me souviens pas de tous les moves de l'été par cœur. En tout cas, Sekou ne fera plus partie de Détroit, plus de French Connection. Bon, c'est pas grave, si ça peut le relancer. Je sais pas si il sera relancé du côté des Nets, mais s'entraîner avec KD, je pense que ça a toujours des bons côtés. À côté de ça, on a Mason Plumlee, qui lui a été transféré du côté des Hornets. Bon, c'est pas une super perte connaissant le projet de Détroit. Et il a été remplacé plus ou moins par Kelly Olynyk, qui allait faire qui faisait des dingueries, je le disais hier, du côté de Houston, et qui a signé pour 3 ans chez les Pistons. Il y a aussi Trey Lyles qui arrive en direction qui arrive depuis le Texas. Il était chez les Spurs. Et puis franchement c'est à peu près tout, hein. Je me suis noté que ça, mais bon, Dennis Smith Jr., j'en ai même pas parlé, qui lui va signer du côté des Blazers, et Wayne Ellington qui a déboulé chez les Lakers. Voilà, pas énorme, à part bien sûr la grosse arrivée de Cade Cunningham. L'été, il a été plutôt calme. Et puis, forcément, pour garder le noyau de jeunesse et le développement, il fallait pas commencer à tout chambouler alors que tu as envie de reconstruire. Et donc, ça nous amène à la saison 2022, bien sûr, avec... là, on est en pleine reconstruction, puisque... je le disais, hein, Kelly Olynyk, et puis sinon c'est Jerami Grant. Non, il y a Corey Joseph quand même, excusez-moi, je dis des bêtises. Il y a Corey Joseph qui pourra chapeauter un peu, jouer les tontons, mettre des claques s'il faut, parce que sinon autour de ça on est sur du sophomore ou du rookie. Je vous donne tout de suite mon 5 majeur. Bon, je pense que vous l'avez vu, tout le monde met Cade Cunningham et Killian Hayes sur les lignes arrière. Ensuite, un Saddiq Bey qui a tellement prouvé qu'on peut clairement... je crois qu'il jouait déjà, de toute façon, il était déjà dans le 5 majeur l'année dernière. Donc on continue comme ça. Jerami Grant, bien sûr, le franchise player. Je vais en parler juste après, voir les limites de ce joueur. Mais pour l'instant, c'est clairement le meilleur. Et puis Kelly Olynyk, qui est arrivé durant l'été. Je vais commencer directement avec Jerami Grant, qui, je le disais, franchise player, c'est super. Il apporte de la défense. On a vu qu'il était capable de scorer. Mais où est son plafond concrètement? Est-ce que dès la saison 1 de Cunningham, c'est lui qui devient le patron et qui prend les choses en main, et puis on met Grant dans un rôle de deuxième meilleur joueur, de second de bras droit en quelque sorte? Ou est-ce qu'il peut pousser encore et vraiment je sais pas, être le
meilleur joueur d'une équipe qui se bat pour le play-in. Franchement, à voir. C'est pas impossible, mais je pense que la hype autour de Cade Cunningham et puis juste le star system va vite s'inverser pour laisser le rookie prendre la place de leader tranquillement. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Bien sûr, la question que tout le monde se pose, comment ça va gérer le duo Hayes-Cunningham ? Est-ce que ça va pouvoir vraiment jouer ensemble ? Parce qu'on est sur deux profils de joueurs assez similaires, des gars qui aiment bien avoir la balle en main, qui sont capables de créer de l'attaque. Après, bon, on peut donner le ballon à Cade et puis laisser Kylian un peu plus sur le côté. Honnêtement, je pense que ça va être très intéressant. Hâte de voir ce duo. Je dis ça pour toutes les équipes, vous me connaissez, j'aime tout le monde. Hein. Mais, mais hâte de voir ça, hâte de voir les progrès du Frenchie aussi, puisque, comme j'ai pu l'aborder, la saison 1 n'a pas été fameuse. Peut-être que justement d'avoir une espèce de concurrent, entre guillemets, même s'il ne joue pas vraiment dans la même cour, ça peut le pousser, ça peut le tirer vers le haut, et on ne demande que ça. Ensuite, je voulais parler de quoi ? Le développement. Bon, on sait qu'on peut compter sur Dwayne Casey, il n'a pas peur de faire jouer les jeunes, il les fera jouer de toute manière, il n'a pas vraiment le choix. Mais est-ce qu'il va réussir à les faire défendre ? J'ai un peu l'impression de refaire la même preview qu'hier, en parlant des Rockets et puis du Magic. On a fait une équipe qui avait des doutes en attaque et qui allait pouvoir défendre pas mal. Là, on est un peu sur l'inverse, à part Jeremy Grant et Killian Hayes qui, mine de rien, sur les quelques matchs qu'il a joué, il montre qu'il se donnait. Ce sera jamais un défenseur élite, mais il défend intelligemment, il est capable, donc à voir ce que ça donnera. En tout cas, c'est pas Cade Cunningham qui va l'aider parce que la défense, c'est pas trop son truc. Et puis autour de ça, Saddiq Bey, c'est pareil. Kelly Olynyk, j'en parle pas, franchement. Et c'est en défense pure, remplacer Plumlee par Kelly Olynyk, c'est vraiment une grosse perte. Donc, à voir. Après, comme une fois n'est pas coutume, je me répète, on est sur un développement de jeunes, on est sur un projet à long terme. Donc, ça viendra après, ça piochera dans des joueurs qui savent défendre si le projet est vraiment vaut le coup et fonctionne. Donc, développement des jeunes sur la saison 2022. Je vais juste me mettre les salaires sous les yeux. Oui, Jeremy Grant qui a fait sa belle signature. On est comme du côté d'OKC, c'est Blake Griffin qui sera le mieux payé du côté de Détroit avec un salaire de 29 millions. C'est pas mal quand même pour un joueur qui va aller jouer le titre avec les Nets. Et puis à côté de ça, franchement, on a aussi DeAndre Jordan du coup qui a été coupé. C'est con, un joueur qui prend autant de place. Bon, c'est 7 millions, mais dans le salary cap qui n'a même pas porté le maillot de ta franchise. Et puis après, voilà, on est sur du jeune, sur du Cunningham, du Killian Hayes. C'est plutôt propre. Et puis on va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Hâte de voir le duo Cunningham, Hayes se mettre en place. Ce que va donner Jeremy Grant en année 2 de franchise player. Saddiq Bey, tout ça. Hâte de voir ce que ça donnera. Moi, je vais vous laisser ici. Bon, vous l'avez compris, hein, on est sur deux équipes qui seront certainement, 13e au mieux, 14e, 15e de conférence. Je donne pas les classements cette année puisque, vous l'avez compris, on monte graduellement dans le classement. Et puis surtout, je ferai un post Instagram le jour J, le jour de la reprise, avec mon classement final, histoire de vraiment mettre les équipes dans un certain ordre. Mais là, du côté d'OKC et de Détroit, on va tourner autour de la 13, 14, 15e place. Est-ce que ça étonne quelqu'un ? Absolument pas. Mais moi, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à mettre des likes, partager, venir discuter sur Insta, me dire ce que vous avez pensé, les critiques positives comme négatives. Je prends tout, si c'est construit bien sûr. Je sais que c'est pas parfait, être tout seul c'est assez compliqué, les petites hésitations, des petits oublis, les langues qui fourchent, bon, il y a plein de choses à rectifier, mais tranquillement, je reprends le rythme
des previews. Et puis cette année, on va essayer d'envoyer encore plus de podcasts que la saison dernière où on tournait à un toutes les 2 semaines, un par mois, ça dépendait quand j'avais le temps. Là, je vais vraiment essayer de professionnaliser le truc comme je vous disais. Je vous ai accaparé assez de temps comme ça. Je vous fais des bisous. C'était Lenny. Ciao!